cérébraux, avec notamment une réflexion qu'on a eue avec le groupe infection du système nerveux de l'ECMID, et notamment avec Pierre Tadevin qui est intervenant dans la session. Alors, j'ai quelques liens d'intérêt, et j'ai un lien d'intérêt académique, puisque je suis coordonnateur du groupe de recherche Encéphalitica, pour lequel on a eu un financement au PHRC interrégional, et qui s'intéresse non pas aux abcès cérébraux, mais au pronostic des méningoencéphalites à LCR dit clair, admis en réanimation. Donc, c'est mon topic de prédilection aussi, donc je suis très, très content que ce soit discuté dans cette session. Alors, pour revenir aux abcès, les abcès du cerveau, donc c'est par définition une infection focale du système nerveux central, avec des symptomatologies et des gravités qui sont extrêmement variables, et des étiologies qui sont aussi extrêmement variées, avec donc bien sûr les infections bactériennes apiogènes, des mycobactéries, et puis chez l'immunodéprimé, des champignons, des parasites. Donc on parle d'un syndrome qui répond à des étiologies extrêmement variées. C'est une pathologie rare, on a très peu de données épidémiologiques de bonne qualité, avec une incidence que je vous laisse lire, qui est inférieure à 1 cas pour 100 000 personnes par an, pas de données fortes en réanimation. Et un message important, c'est que le diagnostic, la prise en charge multidisciplinaire, elle a été transformée par les progrès de la neuroimagerie, de la biologie moléculaire et de la neurochirurgie. Alors, sur le plan de la physiopathologie, j'ai une seule slide, je vous rassure, il y a 2 ou 3 grands cadres qu'il faut individualiser. Le premier, c'est l'infection dite de contiguïté, qui représente à peu près 50 à 60% des cas, et on est dans un contexte évocateur, soit de traumatisme du crâne, donc accidentel, ou un contexte de neurochirurgie, avec comment dire, des infections et des germes particuliers, ou un contexte d'infection ORL compliqué, donc essentiellement des mastoïdites, si j'arrive à faire passer les diapositives. Le deuxième grand cadre, c'est les infections, on va dire, par voie hématogène, comme vous le savez, avec des endocardites infectieuses, des suppurations chroniques pulmonaires qui vont rendre compte d'une écologie bactérienne un petit peu différente. Et puis on a toujours, suivant les études, des infections dites cryptogéniques, 15 à 20% des séries. Donc ça, c'est un petit peu pour planter le décor. Si on regarde la microbiologie, sans surprise, donc c'est chez le patient non immunodéprimé essentiellement du streptocoque, des anaérobies non streptocoques classiques, bactéroïdes, de l'actinomycose, du staphylocoque dans des contextes particuliers, et puis un message important, c'est que dans 20 à 25% des cas, les abcès sont dits polymicrobiens. Vous voyez que les bacilles gram négatifs, les entérobactéries, c'est moins de 10%, et c'est souvent en contexte particulier, nosocomial notamment. Est-ce qu'on a des données épidémiologiques? Eh bien oui, on a une méta-analyse qu'on voit passer régulièrement, plus de 10 000 patients par le groupe de Diedrich van de Beek, qui a repris en fait plus de 100 études, donc ce ne sont que des études monocentriques rétrospectives, donc encore une fois avec des limites méthodologiques qui sont extrêmement claires. On identifie un pathogène dans à peu près 2/3 des cas, c'est du streptocoque dans 1/3 des cas, staphylocoque 18%, et puis encore une fois, un quart de patients avec des abcès dits polymicrobiens. Compliqué. Voilà. Alors, donc en termes de microbiologie, encore une fois, il faut se replacer dans le contexte étiologique. Très clairement, quand on est en post-opératoire de neurochirurgie, en traumatologie crânienne, on va avoir affaire du staphylocoque ou des bacilles gram négatifs en fonction ou pas de l'antibioprophylaxie qui a été administrée au patient. Dans un contexte de dissémination hématogène, on a plus de staphylocoque doré, et dans les suppurations pulmonaires chroniques, des streptocoques et des anaérobies. Et donc très clairement, le contexte va orienter l'antibiothérapie initiale chez ces patients. Alors, chez l'immunodéprimé, j'ai une seule slide parce que Pierre reviendra là-dessus sur le 4e topo. Il y a un message, c'est que le plus souvent, et dans 90% des cas, c'est une étiologie non bactérienne. Chez les patients infectés par le VIH, la toxo, comme vous le savez, les mycobactéries, qu'elles soient atypiques ou le Mycobacterium tuberculosis, et chez les transplantés d'organes solides, les champignons, les infections fongiques émergentes. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la clinique? Des choses qui sont connues, mais elle n'est absolument pas spécifique, imparfaite. Vous voyez que les signes classiques, les signes cardinaux, sont extrêmement inconstants, notamment donc, la fièvre, qui est retrouvée dans 1 cas sur 2 à peu près, les signes focaux. Donc c'est une présentation non spécifique, et c'est vraiment l'imagerie qui est au centre du diagnostic, en tout cas présomptif. Vous voyez ici une séquence T2 à gauche et une séquence T1 avec injection, donc tout à fait classique. Un patient qui arrive, qui a à peu près pas de déficit, qui a une grosse lésion avec un effet de masse, et j'attire juste votre attention sur un détail sémiologique, c'est sur la gauche de la diapositive, vous voyez un petit liseré qui est hypo en T2, ça ne vous parle pas forcément, mais pour les neuroradiologues, ça évoque le diagnostic d'abcès sur des séquences qui sont morphologiques et parfaitement conventionnelles. Il faut aller plus loin, et on fait, bien sûr, comme vous le savez, si j'arrive à passer les diapositives, de l'IRM et de l'IRM de diffusion en routine maintenant pour toutes les pathologies cérébrales aiguës. Et donc pour les maladies infectieuses, il faut avoir le même réflexe, il faut avoir une IRM de diffusion. Vous avez ici le scanner
d'un patient et l'IRM correspondante avec les séquences classiques. Et ce qui est important de voir comme caractéristique sémiologique, c'est la restriction de diffusion que vous avez en bas à droite de la diapositive. Donc c'est l'ADC, Apparent Diffusion Coefficient, qui est restreint, qui en fait rend compte du trapping, enfin de la diffusion restreinte de l'eau au sein de l'abcès et de sa coque. Et donc ça, c'est un signe dans un contexte d'une suspicion clinique évocatrice qui va vous faire, en tout cas, porter le diagnostic possible ou très probable d'abcès cérébral. J'ai vraiment du mal avec la télécommande. Alors, il y a des données qui sont intéressées à la sensibilité, à la spécificité de l'IRM de diffusion, et vous voyez que c'est quasiment parfait en termes de courbes sur cette méta-analyse. On est à 0,95, 0,94 de sensibilité ou de spécificité, donc il faut vraiment se battre pour avoir ce genre d'examen à la phase aiguë. Alors, j'ai perdu le ton. Voici juste une illustration. Vous avez un abcès apiogène caractéristique avec la restriction de diffusion en haut que je vous montrais. Et donc, par exemple, un diagnostic différentiel de lésion tumorale, ou sans rentrer dans les détails, l'ADC est augmenté. Et donc, c'est des choses qui sont assez connues. Alors, si je perds 15 secondes à chaque fois, ça va être compliqué. Voilà. Alors, l'IRM, elle sert aussi pour les patients qui sont, on va dire, pas parfaitement caractérisés. Vous voyez ici un patient qui arrive avec une phase d'abcès à la phase dite présuppurative. Vous voyez qu'il y a déjà des anomalies en haut à droite de la diapositive en ADC, en restriction de diffusion. Vous voyez l'évolution du patient qui est non traité et l'aspect caractéristique de lésion qui est présent que à J10. Donc c'est quelque chose qui est, en termes de sensibilité diagnostique, vous avez des anomalies qui sont très précoces, qui peuvent être mises en évidence. Alors, en prise en charge, qu'est-ce qu'on a comme objectif? Un traitement symptomatique, la réanimation, traitement de l'œdème cérébral et de l'effet de masse, l'identification microbiologique bien sûr, le contrôle de l'infection et puis la prise en charge des séquelles. Donc ça fait beaucoup d'objectifs dans les 7 minutes qui me restent, mais on va voir les choses ensemble. La première question, vous pouvez y répondre avec une imagerie simple. Je vous ai parlé que d'IRM cérébral, mais au scanner, vous identifiez les malades qui ont un effet de masse et qui vont avoir besoin d'emblée d'une prise en charge neurochirurgicale pour traiter cet HTIC avec déviation de la ligne médiane, avec un drainage à visée de décompression et potentiellement des drainages de LCR associés. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est y a-t-il un risque de rupture intraventriculaire? Et donc classiquement, les abcès de grande taille, périventriculaires. Vous voyez ici des images de ventriculite caractéristiques en bas à droite avec une prise de contraste au niveau de la corde temporale. Alors en pratique, beaucoup d'examens. La ponction lombaire, la question c'est faut-il la faire? En pratique, non, sauf si vous avez une suspicion de méningite associée à un contexte particulier d'immunodépression ou une ventriculite en l'absence de contre-indication classique. Le diagnostic, la pierre angulaire, c'est bien sûr la biopsie neurochirurgicale sur laquelle on va revenir, et puis tout le reste, c'est un bilan étiologique large en fonction du contexte, sans rentrer dans les détails, mais des examens qui doivent être au mieux réalisés avant antibiothérapie. Alors, rapidement, si on regarde les méta-analyses, la rentabilité de la ponction lombaire et des hémocultures avant antibiotiques, on est très peu performant, moins de 30% de positivité pour ces deux examens. Et donc c'est vraiment cet examen qu'il faut essayer d'avoir rapidement, avec un diagnostic de certitude qui va pouvoir être fait, une identification microbio bien sûr, mais surtout un drainage et une réduction de l'inoculum et un contrôle de l'HTIC et de l'effet de masse quand elle est présente. Alors, dans ce travail qui a été coordonné par Pierre Tadevin, c'est en fait une procédure, une proposition. Il faut que la biopsie elle soit faite dans des bonnes conditions et que les prélèvements soient acheminés au laboratoire de microbiologie en alertant bien sûr le microbiologiste en fonction du terrain et que le matériel soit mis en culture dans des milieux appropriés, donc examen standard, hémoculture et puis examen mycoparasitologique en fonction du terrain bien sûr, si on suspecte une étiologie non bactérienne. Et donc ça doit être protocolisé entre le bloc opératoire, le laboratoire de microbiologie et le clinicien en charge du patient. Décidément, je me bats avec les diapositives. Excusez-moi. Alors, quand on regarde les données, on voit qu'à peu près tout le monde, enfin tous les patients, vont avoir une prise en charge neurochirurgicale, 87% exactement. Et donc, c'est quelque chose qui est, on va voir, il y a quelques cas particuliers où on peut s'en passer, mais globalement, c'est la règle, une discussion précoce avec l'équipe neurochirurgicale. Alors, sur les antibiotiques, quand rapidement, ça c'est les avis d'experts, si possible après ponction neurochirurgicale, mais pas trop attendre si la malade a des signes de sepsis, ça va de soi grave, et s'il y a des troubles de conscience ou s'il y a une ventriculite. Alors je vais aller assez vite parce que pour les molécules, on n'a pas d'essai de randomisé, c'est des études monocentriques rétrospectives, donc c'est des avis d'experts. La désescalade, oui, pourquoi pas, en tout cas les proposer une fois le ou les germes identifiés. La durée est plutôt longue, avec
des schémas de traitement qui varient et dont on pourra discuter, et un relais Péros, pourquoi pas, avec des molécules qui ont une bonne diffusion dans le système nerveux central. Donc on a, encore une fois, des recommandations d'experts. On peut voir ensemble les schémas qui sont proposés dans les infections, on va dire, communautaires, l'association C3G métronidazole, donc ça reste la règle, notamment dans les infections par contiguïté ou d'origine indéterminée. Dans les infections nosocomiales post-opératoires, donc c'est ce qui est proposé, c'est une bêta-lactamine à activité anti-pseudomonas, plus la vancomycine, à des posologies qui sont, en termes de PKPD, pas forcément adaptées chez nos malades de réanimation, j'en conviens. Pardon, beaucoup de temps, je suis désolé. Donc chez l'immunodéprimé, je vais passer vite, mais les schémas thérapeutiques sont très différents, et donc Pierre Tadevin en parlera, mais très clairement, dans un contexte de transplantation d'organes solides, couvrir l'anocardia et l'aspergillus en fonction de la probabilité diagnostique, de la suspicion diagnostique, et chez le patient VIH, la toxoplasmose, en première intention, bien entendu. Alors, les mesures symptomatiques de réanimation ou les traitements adjuvants, il n'y a pas de données, et donc les anticonvulsivants, ça c'est une règle générale chez les patients cérébrolésés à la phase aiguë, il n'y a pas de prophylaxie primaire qui est recommandée, quelle que soit l'agression, que ce soit infectieuse ou vasculaire. Les corticoïdes à visée anti-œdémateuse sont proposés uniquement chez les patients qui ont des effets de masse, courte durée, avec une infection qui est au mieux identifiée, donc des choses qui sont, encore une fois, des avis d'experts. Alors, peut-on se passer du neurochirurgien? Peut-être. Et en tout cas, il y a des gens qui se sont, vous voyez, une vingtaine d'années, réunis pour savoir si on pouvait avoir un traitement médical seul. Alors, les critères ne sont pas exclusifs, il faut voir tous les critères pour ne pas discuter de la ponction biopsie, la ponction aspiration neurochirurgicale. Donc je pense que chez nos malades de réanimation, ça devient difficile d'avoir un malade sans trouble de conscience sévère, sans signe d'engagement, s'il est hospitalisé dans nos services, c'est pour une raison, sans risque imminent de ventriculite ou de rupture ventriculaire, s'il a que des abcès de petite taille, un micro-organisme documenté, et une étiologie, un pathogène, on va dire, non difficile à traiter, donc par exemple une étiologie non fongique. Ça fait beaucoup de si, et donc pourquoi pas, mais en pratique, on s'en passe très rarement. Alors, la réponse thérapeutique, elle est clinico-radiologique, et donc il y a quelques données, puisque c'était la prise en charge multidisciplinaire, qui montre qu'on peut regarder l'évolution du coefficient de diffusion qui tend à remonter, en tout cas à se négativer puis à devenir positif dans des abcès en voie de résolution. Donc c'est des données observationnelles assez anciennes qui n'ont pas été reproduites. Un mot sur le pronostic. Donc très clairement, la mortalité, je vous l'ai dit en début de topo, elle diminue très largement. On n'est pas dans une population de réanimation, mais on a des chiffres de mortalité qui sont globalement inférieurs à 20%. Vous savez que ce n'est pas un bon critère de jugement, comme le disait Bruno dans sa présentation. Le critère de jugement qui est pertinent dans ces pathologies, c'est la qualité de la survie, le pronostic fonctionnel. Et la survie sans séquelles n'est pas la règle. Vous voyez que 30 ou même 40% des patients vont avoir des séquelles fonctionnelles invalidantes, donc troubles de la marche, troubles de langage et de l'épilepsie qui peut être retrouvée au décours, en épilepsie post-infectieuse. Alors, en termes de facteurs pronostiques, il n'y a pas beaucoup de données, et donc j'ai pris une étude parmi d'autres que je trouve assez intéressante, mais qui retrouve en fait des choses assez pragmatiques. C'est la sévérité neurologique, le score de Glasgow, ça on peut l'évaluer, et donc faut-il ou pas prendre le malade en réanimation, c'est des choses assez simples. L'absence de facteurs prédisposants, donc en fait ça sous-entend l'absence de porte d'entrée, abcès cryptogénique, ça semble indépendamment associé au mauvais pronostic, et la rupture intraventriculaire, qui est une complication classique mais extrêmement grave, elle est elle aussi indépendamment associée au pronostic neurologique. Ici, encore une fois, dans une série non réanimatoire. Alors, je vais passer ça pour des raisons de temps, et je vous propose de faire un petit cas clinique ou deux avant de terminer. Donc c'est un patient de 48 ans, pas d'antécédents connus. Il vit en région parisienne, une altération de l'état général sur plusieurs semaines, des céphalées. Il n'y a pas de grand piège, vous allez voir. Il est admis en réanimation pour des troubles de conscience, il a des signes focaux, il est subfébrile et il a 7 IRM avec des lésions multifocales. Donc là, ça doit faire tilt, très clairement. Vous regardez la numération, il y a une lymphopénie absolue. Et évidemment, sans grande surprise, vous faites un diagnostic de toxoplasmose cérébrale probable qui va être confirmé par l'évolution favorable sous traitement quelques jours de corticoïdes. Donc la biopsie cérébrale, ce n'est pas la règle chez tout le monde, il faut rester prudent. Le deuxième patient, c'est un patient de 42 ans, tableau de confusion fébrile, Glasgow 13 aux urgences, une insuffisance circulatoire, 2 émoques qui vont être positives rapidement, et une ponction lombaire qui est faite après, même pas après un scanner, qui est fait d'emblée avec une méningite hypoglycorachique. C'est essentiellement des polynucléaires, un examen direct négatif, le scanner est normal, et on a ça, et donc là, très clairement, il faut penser
à d'autres choses. Il y a des abcès cérébraux, mais c'est un tableau d'endocardite infectieuse à Staph doré qui va être confirmé par l'échographie. Et là, on n'a pas besoin du neurochirurgien, mais plus potentiellement d'une discussion de chirurgie de remplacement valvulaire en urgence. C'est un petit peu caricatural, mais c'est des patients que vous voyez aux urgences au quotidien avec des tableaux d'abcès cérébraux, avec des contextes qui sont très aigus et complètement différents. Alors, en conclusion, les abcès cérébraux, donc c'est une pathologie rare qui justifie, comme vous l'avez vu, donc une prise en charge multidisciplinaire rapide. Le traitement initial, il doit être guidé sur, bien sûr, les facteurs favorisant le contexte, avec donc le site, enfin, l'infection par contiguïté ou la diffusion hématogène, et puis le terrain du patient. Le pronostic neurologique est lié, comme on l'a vu, donc, au terrain, à la présentation neurologique initiale et au risque de rupture intraventriculaire. Et en termes de conclusion pour la suite, un petit peu, les recommandations que vous avez vues sont très anciennes. On est basé sur de la littérature monocentrique, rétrospective, des avis d'experts. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et il n'y a, comme je vous le dis, donc aucune étude randomisée sur notamment le traitement anti-infectieux ou les traitements adjuvants dans cette pathologie. Je vous remercie.